Thank you very much, Mario. Merci infiniment. Au départ, c'est Karen Jordan, notre amie allemande, qui aurait dû faire cette intervention. C'est une experte dans le domaine, mais malheureusement, elle s'est blessée et n'a donc pas pu venir. Moi, j'ai le privilège d'être le dernier intervenant. Quel honneur, parce que j'ai l'occasion de remercier tout le monde, Florent, Sonia, les organisateurs et tous ceux qui ont travaillé d'arrache-pied pour faire de cette réunion un succès, malgré l'adversité. Et vous serez tous d'accord, hein? Malgré les circonstances tragiques et difficiles, ça a été une magnifique réunion. Vous avez tous travaillé très dur et le résultat est à la hauteur de ces efforts. C'est donc un honneur d'être parmi vous pour cette importante réunion et notamment étant donné les circonstances. Donc, mon intervention, je vais me pencher sur des dimensions assez nouvelles des antiémétiques. Donc, c'est super d'entendre Catherine parler de l'expérience des patients, de leur point de vue, et ça nous explique à quel point c'est un problème qu'il faut gérer, parce que c'est important. Au cours de l'année dernière, nous avons de nouveaux agents, de nouvelles indications, des recommandations qui ont été actualisées et de nouveaux éléments de preuve. Et j'ai 15 minutes pour vous parler de tout ça. Donc, les traitements ciblés. À notre époque, lorsqu'on voit les traitements anticancéreux, on s'en sort encore mieux. Lorsqu'on connaît la voie, l'expression, on sait que c'est une voie d'activation, on comprend le mécanisme et on a un médicament qui cible ce mécanisme. Et c'est exactement ce que font la majorité de nos excellents anticancéreux. La voie de la sérotonine est importante, notamment, mais il y a bien d'autres voies qui sont importantes. Les corticostéroïdes, on ne sait pas comment ça fonctionne, mais on sait que ça marche. Donc, les autres voies sont peut-être un petit peu moins importantes également. Ça joue un rôle, certes, mais pas forcément un rôle fondamental, en tout cas s'agissant du traitement ou la prévention des vomissements. Et peut-être un petit peu dans le cadre du traitement des nausées. À l'heure actuelle, nous avons 4 antiémétiques de type antagoniste des récepteurs NK1 qui sont actifs sur cette voie. Ils sont disponibles dans différents pays du monde. L'aprepitant, c'est un agent oral qui est disponible depuis plus de 10 ans. Le fosaprepitant, c'est un promédicament en intraveineuse. Le nétupitant a reçu son AMMM il y a moins d'1 an. C'est un antagoniste du récepteur NK1, mais est uniquement disponible par voie orale, avec un dosage fixe, en association avec le palonacétron. Donc, NEPA, c'est la combinaison des deux. Et vous avez également le rolapitant qui vient d'être autorisé il y a 1 mois aux États-Unis. C'est le tout dernier antagoniste du récepteur des NK1. Voilà donc la liste des tout derniers médicaments disponibles. Alors, l'une des études les plus importantes publiées cette année concerne l'aprepitant pour le traitement pédiatrique. Pour la première fois, on a une excellente étude sur la pédiatrie. Donc, c'est bien toléré par les enfants. On a la posologie pour ces enfants entre 6 mois et 17 ans, donc pratiquement des jeunes adultes. Et on constate que la réponse complète est pratiquement doublée. Et c'est magnifique. C'est magnifique pour les parents, c'est magnifique pour les enfants qui sont traités pour leur cancer par chimiothérapie. Alors, pourquoi nous faut-il développer de nouveaux protocoles? Est-ce qu'on s'en sort pas suffisamment bien? Mais Catherine vient de nous le dire. Non, je suis désolée, ça n'est pas encore assez bien. Et pour différentes raisons. 2 de ces raisons, notamment, sont les suivantes. Les patients, eh bien, on ne leur prescrit pas forcément des protocoles antiémétiques qui soient fondés sur des recommandations. Également, autre raison, les patients, fréquemment, ne respectent pas ces posologies, ces protocoles antiémétiques retardés. Donc, nous, professionnels de l'oncologie, on pense que le taux de contrôle est probablement le double de ce qu'il est en réalité. Et il est donc très important que ces nouveaux médicaments prennent en compte ces 2 problèmes importants. Donc, NEPA, c'est une association à dose fixe de nétupitant oral et de palonocétron oral en une seule capsule. Donc, une capsule par voie orale administrée en une seule fois. Le palonocétron est utilisé très largement. C'est un antagoniste des récepteurs NK1. Les résultats sont très bons. On a toute confiance. Et le nétupitant,
C'est un nouvel antagoniste du récepteur DNK1 avec une longue demi-vie plasmatique, une activité démontrée à la fois oralement et en IV, un très bon profil de tolérance. Donc, j'aimerais vous montrer quelques études. Cette étude a été publiée l'année dernière. La conception est relativement simple. Tous les patients ont un cancer du sein, sont traités à base d'AC, d'anthracycline plus cyclophosphamide. Les autres ont le palonosetron oral plus la dexaméthasone orale et dans le bras n'est pas le nétupitant est ajouté. Voilà, c'est tout simple. Donc, une seule administration de ces agents et cela suffit. Pas d'autres antiémétiques ne sont administrés à la suite, juste avant la chimio. Je vous donnerai des informations de contexte un peu plus tard. Donc, en bleu n'est pas en jaune, l'association, comme vous pouvez le constater, il y a un petit avantage pour les mèses aiguës, mais ce qui est important, c'est les effets retardés. Et il est donc facile d'administrer une capsule en une seule fois, plus la dexaméthasone par voie orale. Autre étude, laquelle se penche sur différents cycles, des cycles multiples. Jamais on ne traite le patient en espérant utiliser un seul cycle de chimio. Donc la question est de savoir est-ce que les résultats persistent au fil du temps? Est-ce que les bons résultats persistent? Donc voilà l'une des meilleures études qui se penche sur ce sujet. Les 3/4 des patients ont jusqu'à 4 cycles. Donc, on peut avoir confiance sur l'exactitude de ces résultats. Comme vous pouvez le constater, l'activité de NEPA, si on la compare à l'aprepitant plus le palonosetron, l'activité et l'efficacité est préservée au cours des 4 cycles. Plus de cycles, en fait, que simplement 4, parce que vous avez pas mal de patients qui continuent la chimio après les 4 cycles. Donc, il s'agit là d'une étude de tolérance et il n'y a aucun signal rouge, entre guillemets, concernant la tolérance. Ce sont là des agents qui sont très bien tolérés. En fait, il a été difficile de voir une toxicité quelconque s'agissant des antagonistes des récepteurs de NK1. Il n'apparaît absolument pas qu'il y ait une toxicité majorée et je trouve ça très intéressant. Le Rolapitant, c'est le nouvel agent à notre disposition. La principale différence est que sa route métabolique est différente. Ça n'est pas métabolisé par le cytochrome P450, donc pas d'impact sur la dexaméthasone ni d'autres médicaments qui sont métabolisés par cette voie. Donc, si vous vous inquiétez de l'interaction médicamenteuse, pas besoin. Et les résultats sont assez bons dans les essais de licence. On a 3 références ici dans le Lancet. Voici une de ces études. Ici, le critère de jugement principal, c'est les mèses, donc les vomissements retardés. Donc, en bleu foncé, c'est-à-dire la barre de droite pour chaque ensemble. Comme vous pouvez le constater, le résultat est significativement meilleur pour les mèses retardées. Donc, ce sont des données aux États-Unis qui remontent à il y a 1 mois et ce sera peut-être disponible en Europe très rapidement. Vous avez peut-être entendu parler, en fait, il y a eu des présentations là-dessus hier. On a peut-être entendu parler de l'olanzapine comme antiémétique. On a un petit peu plus de visibilité là-dessus. Comme vous le savez, l'olanzapine, c'est un agent antipsychotique qui est disponible depuis de nombreuses années par voie orale. Il y a eu de nombreux essais de phase 2, voire même des essais de phase 3. Mais nombre de ces essais n'ont pas été conçus aussi correctement qu'on aurait voulu. Est-ce que ça remplace le NK1? Est-ce que c'est le quatrième médicament rajouté à un cocktail de 3 médicaments dans un cadre difficile? Ou est-ce que c'est un agent qu'il faut utiliser pour des patients qui ne s'en sont pas si bien sortis au cours des cycles précédents? Finalement, tout est possible. Mais on a quand même plus de visibilité si on regarde ça comme un 4e médicament. C'est le 4e médicament, c'est la 4e roue du carrosse. Donc, voici une étude de phase 2 japonaise.
portant sur des femmes, uniquement des femmes. C'est important parce que l'émèse, c'est plus difficile de la contrôler chez les femmes que chez les hommes. Donc, 4 patients uniquement. Chaque patient a reçu le Prépitant, le Palonosétron plus la dexaméthasone et chaque patiente a reçu également l'olanzépine. Donc, si vous regardez le groupe témoin, vous constatez qu'il n'y a pas de vomissement, pas de rattrapage et pas de nausées significatives. Mais encore une fois, ça n'est pas une étude comparative. Maintenant, l'absence de vomissement, comme vous pouvez le constater, les résultats sont bons, mais ce n'est pas une essai comparative. Il y a un mois, on a eu une présentation sur un protocole très similaire. Donc, dans cette étude, on s'est penché sur 4 agents différents et toutes les patientes ont reçu l'aprepitant ou le fosaprepitant, c'est l'enquêteur qui décide. Tous les patients ont reçu le cisplatine ou la cyclophosphamide d'oxorubicine. Donc, ils ont tous reçu la dexaméthasone et toutes les patientes ont reçu un antagoniste de récepteur choisi par l'investigateur. Et la moitié ont reçu un placebo supplémentaire et l'autre moitié l'olanzépine au 2e, 3e et 4e jour. Voici les résultats. Sur la colonne du milieu, vous avez les 3 médicaments plus l'olanzépine, donc 4 au total, sur 192 patients. Et à droite, les 3 médicaments uniquement plus le placebo. Comme vous pouvez le constater, l'absence de nausée, c'est quand même le critère de jugement principal. Comme Catherine nous l'avait dit, vous avez les 3/4 des patients qui n'ont pas constaté de nausée aiguë. Et pour le groupe olanzépine, le score est toujours supérieur. Donc, plus de sédation chez les patients recevant l'olanzépine, et c'est quelque chose dont on s'est éloigné. Mais généralement, le degré de sédation n'est pas très élevé. Mais il faut reconnaître que c'est bien un effet secondaire. Donc, les résultats sont supérieurs avec ce cocktail de 4 médicaments. Alors, la seule chose qui m'inquiète sur cette étude, c'est que les résultats pour le bras placebo sont inférieurs aux résultats que l'on voit généralement dans un bras à 3 médicaments. Et dans le bras, 4 médicaments, les résultats ne sont pas forcément meilleurs que l'on voit dans d'autres essais. Mais les résultats sont ce qu'il est et on constate une amélioration significative ou très significative. Et je pense qu'il est temps que l'olanzépine trouve sa place dans les recommandations. Maintenant, si on veut progresser, il nous faut accepter qu'il faut relever la barre, n'est-ce pas? Il faut reconnaître que le problème est encore de grande portée, et ça, c'est pas bien. Il faut se pencher sur le rôle joué par chaque classe d'agents. Maintenant, la dexaméthasone, c'est notre médicament le plus vieux, plus de 50 ans déjà. Donc, il y a eu des études intéressantes. Dans cette étude, toutes les patientes ont reçu la cyclophosphamide et le premier jour dexaméthasone plus palonosétron. Après le premier jour, un groupe reçoit plus d'antiémétiques du tout, tandis que l'autre reçoit une dexaméthasone en poursuite. Et comme vous pouvez le constater, les résultats sont très similaires pour les 2 bras traités. Et c'est la raison pour laquelle l'étude n'a pas pu être faite sans médicaments de suivi. Pour les nausées retardées, si on administre les stéroïdes le premier jour, il n'y a pas d'avantage à poursuivre les antagonistes des récepteurs de sérotonine. Et donc, il y a très peu d'avantages pour le bras AC si on continue la dexaméthasone. Parmi les thèmes majeurs, c'est-à-dire la maîtrise de la nausée, le contrôle de la nausée, il faut se pencher sur des agents chimiothérapeutiques qui sont moins étudiés. Alors, le principal ici, c'est la carboplatine. J'ai emprunté une diapo à Karen Jordan, c'est-à-dire l'oratrice que vous aurez dû entendre aujourd'hui. Elle s'est penchée sur une analyse de ce groupe qu'on a faite il y a quelques mois chez des patients à qui on a administré la carboplatine. Et c'est là qu'on se dit qu'il faut peut-être changer. Donc, si les patients reçoivent 3 médicaments au lieu de 2, c'est-à-dire qu'on rajoute un antagoniste de récepteur de NK1, la différence absolue, 14% est proche de la différence que l'on constate si on ajoute ce médicament aux patients auxquels on administre de la cisplatine. Et donc, la différence absolue a été dupliquée.
Et il s'agit là d'essais randomisés. Ce sont les seuls essais randomisés de ce type qui existent. Donc, en rouge, les 2 essais en rouge portent uniquement sur des femmes. Par conséquent, on constate un taux de contrôle inférieur. Mais si on se penche sur ce taux de contrôle, eh bien, dans le bras témoin, seuls 50 à 60 Vous voyez pourquoi on a besoin du 3e médicament? Donc, pour la carboplatine, on le constate, un antagoniste de récepteur de NK1, ça nous donne le type de bénéfice, le type d'avantage dont on a besoin. Mais c'est sous-estimé par les oncologues. La portée du problème est sous-estimée par les oncologues. Il existe différents facteurs de risque. Voici les risques classiques qui restent importants. Le carboplatine, la cisplatine, l'anthracycline, les cyclophosphamide. C'est difficile de dire qu'on va utiliser uniquement 2 médicaments à cause de l'un de ces facteurs. C'est peut-être dû à un risque modéré ou faible qu'il pourrait y avoir un avantage, mais il faut des milliers et des milliers de patients. Il faut beaucoup plus d'études pour le savoir. On pourrait faire un registre. Ça nous aiderait. Ce serait utile. Donc, si des antiemétiques qui soient bons, pas forcément parfaits, mais sont disponibles, et que pourtant il y a encore beaucoup de patients qui en souffrent de vomissements, mais ça veut dire que les recommandations ne prennent pas tout en compte. Qu'en est-il de la surutilisation ou la sous-utilisation de ces antiemétiques? Il y a 2 études récentes qui se sont penchées sur les choses suivantes. Si les recommandations, si les prescriptions sont conformes aux recommandations. Donc, ils n'ont pas essayé d'influencer le traitement du patient. Non, ils ont simplement essayé de voir ce qui se passe, si la prophylaxie antiémétique est conforme aux recommandations ou pas. Donc, il y a une étude qui s'est faite en Europe sur 1000 patients, dont 70% de femmes. Et voyez le type de chimio, 47% ont reçu un traitement AC, 19% ont reçu une chimiothérapie hautement émétisante. Et malheureusement, uniquement 29% des patients ont été traités conformément aux recommandations. Et 71% n'ont pas été traités conformément aux recommandations. Ça fait toute la différence. Donc, la colonne en vert, comme vous pouvez le voir, la réponse complète est bien meilleure et le taux de nausée absente est bien meilleur pour ces patientes qui ont été traitées de façon conforme aux recommandations par rapport aux autres. Donc, la différence est très significative. Vous pouvez le voir sur le odds ratio qui est relativement fort. Voilà, concernant les recommandations de la masque. Autre étude, aux États-Unis, 1300 patients, près de 50% ont été traités de façon conforme aux recommandations. Encore une fois, le bénéfice, l'avantage est très significatif pour ces patients, tout simplement parce que le traitement a respecté les recommandations de la NCCN. Et puis aussi, la façon de collectionner et de collationner les données, c'est fait de façon électronique. Alors, ce qui est intéressant en ce qui me concerne, si on regarde l'utilisation des ressources, ces patientes qui ont été traitées de façon conforme aux recommandations par rapport aux autres qui ne l'ont pas été, eh bien, ces patientes, pour qui les choses ont été faites correctement, ont moins passé de temps aux urgences. Donc, 50%, ou plutôt 3% uniquement de différence en termes absolus. Si on ne suivait pas les recommandations, on aurait 1700 visites supplémentaires aux urgences par an. Ça fait une différence énorme pour les patients, mais également en termes économiques. Alors, voilà quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai rassemblé toutes les recommandations factuelles. Il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Elles sont toutes basées sur la même littérature. Donc, ESMO, MASC, NCCN, ASCO, etc. Donc, vous avez l'AC, vous avez les antagonistes de récepteurs, vous avez le 5-HT3, vous avez la dexaméthasone, l'antagoniste de récepteur neurokinine NK1, le palonocétrone, sans oublier le DRA, l'antagoniste de récepteur dopamine. Certaines recommandations ont conjugué une catégorie.
la catégorie entre guillemets élevée. Et c'est bien lorsque les vomissements sont aigus, mais pas lorsqu'ils sont tardifs. Je pense qu'il faudrait 5 groupes et non pas 4. Je pense qu'en termes de mathématiques, on est quand même capable de le faire. Toutes ces recommandations sont très similaires. Pour la recommandation de Palo, également, ASCO vient d'actualiser ses recommandations et la seule modification effectuée a été qu'ils ont rajouté NEPA. C'est l'un des choix NK1. Donc, pour les vomissements tardifs, ce qui est intéressant, si on est traité à la cisplatine, il faut recevoir la dexaméthasone par la suite. Si on vous administre un antagoniste de récepteur NK1, mais pas l'aprétitant, mais la fosaprepitant, le nétupitant ou le rolapritant, pas besoin de dexaméthasone parce que tout est fait le premier jour. Concernant le traitement AC, c'est également correct. Le premier jour peut suffire s'il ne s'agit pas d'aprépitant, mais ils n'auront peut-être pas besoin de dexaméthasone. Donc, ça fait une énorme différence d'avoir moins de corticostéroïdes et c'est déroutant lorsqu'on conjugue les deux antagonistes. Sinon, il n'y a pas énormément de différence. Moi, j'aimerais bien qu'on prenne en compte la carboplatine ainsi que d'autres problèmes un petit peu plus simples. Pas simplement se contenter de dire que le nétupitante et le rolaplitante peuvent être inclus. Maintenant, si on remonte à 15 ans en arrière, lorsque Catherine a été traitée, le taux de contrôle pour la cisplatine ou pour les traitements AC était d'environ 50 %. Aujourd'hui, si on suit les recommandations pour ces deux traitements difficiles, le taux de contrôle devrait se rapprocher de 80 %. Et ça, c'est important. Il est important de le reconnaître. Les recommandations, c'est la meilleure façon d'assurer une bonne efficacité. C'est important de voir que ça fonctionne de façon efficace et réelle. Et on le sait. Les recommandations sont utiles en clinique. Ça améliore le contrôle complet, ça améliore la réponse complète. Le contrôle est associé avec une meilleure qualité de vie. Et 3 études sur 3000 patients, 98 % des patients sont d'accord. Bon, je ne sais pas ce qui se passe pour les 2 % restants. Mais les recommandations permettent d'améliorer l'utilisation des ressources. Et notre ressenti est le suivant. Il faut incorporer des recommandations factuelles de façon que systématiquement, les patients reçoivent les meilleurs antiémétiques possibles dès le départ. Pour conclure, les soins de soutien en cancérologie sont utiles, ont leur place, on en a beaucoup parlé. Et Dr Arnold Varmus, qui a reçu le prix Nobel et qui vient de démissionner de son poste, nous dit la chose suivante. Les patients cancéreux vivent plus longtemps et vivent mieux grâce à un meilleur contrôle symptomatique, grâce à des traitements plus efficaces et grâce à une meilleure compréhension du cancer. Merci de votre attention.